Et j'ai vu un film, T'as vu quoi cette fois? Si Versailles m'était compté. Ouais, le film des années 50, ça parle des personnages historiques. Oui, c'est ça. Dedans, ça parle de Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Madame de Montespan, Madame de Chaly, Madame Campan, Marie-Antoinette, Madame de Maintenon, Madame de Pompadour, mais pas de Madame du Barry. De Molière, de Lavoisier, de Turenne, d'Axel de Fersen, de D'Artagnan, de Tartuffe, mais au niveau aussi une fille du peuple, un gondolier, un paysan, un gardien de musée et encore un autre gardien de musée. C'est ça? Oui, mais d'ailleurs, quand tu le vois sur l'affiche, tu vois toute cette liste de noms, et d'autres, mais ça fait un énorme bloc. Il y a une cascade Oui, d'acteurs et d'actrices incroyable. c'est affiché, oui. Oui, oui, Avec oui. Oui, l'escalier, ça fait il y les a grands plusieurs blocs. versions, mais Oui, oui. je vois Tu bien. sais, avec ces images un peu, style un peu années 50, d'école, un peu les panneaux type Rossignol ou MDI qu'on avait dans les Oui, classes. oui, oui, oui. Je vois bien. Mais tu penses que ça a marché avec tous ces acteurs? Parce que franchement, c'est rare quand il y a un casting Alors, aussi... ça a fonctionné, ça a fait pas loin de 7 millions d'entrées, donc à l'époque Ouais. c'est pas mal, mais en même temps c'est le premier film de grande ampleur en couleur français. Et en même temps, il fallait que ça marche, parce que tu avais un budget assez conséquent, tu étais à, que je dise pas de bêtises, tu étais à 15,2 millions d'euros actuels, quand tu mets, quand tu prends en compte l'inflation et tout ça. C'est à 3 fois le budget moyen d'un film français. Et c'est entre autres pour payer tout le cachet de tous les acteurs et Il n'y actrices, a pas là? que ça, il y a une grosse part pour le cachet des acteurs, bien sûr, mais il y a aussi les décors, Hmm. les costumes et la location d'une partie de Versailles. Eh oui, parce que du coup, c'était tourné là-bas. C'est tourné en partie dans le château, dans les pièces du château. Et mêler, en fait, il fallait tourner le film tout en acceptant quelques visites de visiteurs, parce qu'on n'arrêtait pas les visites pendant le tournage. Et je crois qu'à la fin, justement, si tu regardes bien, en fait, au loin par rapport à l'escalier, au loin, tu vois des visiteurs, Ah, j'ai d'ailleurs, pas fait justement. attention, j'essaierai de voir ça. Tu C'est vrai? ouais, de loin, tu vois justement des visiteurs qui regardent un peu je pense, du coup, le tournage. Oui, t'as raison. Ok, c'est rigolo ça. Oui. Et alors, oui, effectivement, 6 minutes de générique pour tous ces gens qui sont présentés un par un. C'est fou. Et pourquoi? D'où ça vient, cette idée de Alors ça doit être film? un projet de Sacha Guitry de vouloir faire un grand film de son époque en fait, en prenant vraiment toutes les têtes d'affiche des années 50. C'est pour ça que t'as Jean Marais, t'as Edith Piaf, Micheline Prel, plein de noms qui te parlent. Jean Marais, tu l'as trouvé comment toi? Ben, il fait, c'est le personnage un peu beau gosse, Louis XV en plus, Bah, il était en même temps, très, oui, c'était c'était, après sa période Cocteau, c'était son apogée à Jean Marais. d'accord. Mais Donc tu le du vois coup, très peu, t'as vu grand nom de tête d'affiche, tu retiens lui en fait. Et il est mis en avant dans les bandes annonces. On montre beaucoup de scènes. alors que finalement, en fait, Son segment est très court. oui, parce que en fait, le film est séparé en deux parties. Toute la première partie, c'est uniquement Louis XIV. Alors il y a Louis XIV jeune, puis Louis XIV vieux, Oui, joué et par Sacha Guitry, joué par Sacha qui est Guitry. narrateur, qui est scénariste, qui est réalisateur. Oui, c'est marrant, tu dis narrateur. C'est pas la voix off pour le coup, parce que vraiment, c'est un conteur Oui, là en mais fait. j'ai le mot narrateur qui m'est venu parce que je crois qu'au générique d'ouverture, il est présenté comme le narrateur. Ah ben peut-être. Mais c'est vrai C'est que pour du ça que coup, il est j'ai ce à son mot-là. bureau avec son livre Oui, qu'il ouvre. D'ailleurs, il a même annoté ouais. une ouverture, un peu type poème. Et tu sens que ça va être son récit à lui, sa vision à lui. C'est pas un cours d'histoire qu'il va nous faire. Non. Mais c'est vraiment je pense, son œuvre cathédrale. C'est-à-dire, le film est sorti 3 ans avant la mort de Sacha Guitry. Et c'est ce qu'on retient de lui, hein, parce c'est un dramaturge, il a écrit des pièces de théâtre, il a joué dans du théâtre. Mais si vous voulez vous intéresser vraiment à la vie de Sacha Guitry, c'est Le Masque et la Plume en octobre 2017, c'est un podcast. Vous avez 4 épisodes qui s'intitulent Philosophie de Sacha Guitry. Ça creuse beaucoup de choses, notamment Sacha Guitry pendant la Seconde Guerre mondiale. Moi, je vais pas me lancer à en parler, mais allez-y, c'est très 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 intéressant. Et oui, donc je voulais revenir sur le casting. Les stars ont accepté, pour certaines, je n'ai pas les noms, un cachet bien inférieur à ce qu'elles Pouvait prétendre. voilà, pour pouvoir participer à ce film. Ah oui, donc ça avait vraiment envie d'y participer. Oui, bah t'as Edith Piaf. Je dis Oui, pas qu'elle s'est assise sur son cachet, hein, oui. mais en grand Mais nom, t'as Edith Piaf, qui elle, c'était la période sous le ciel de Paris.
Elle vient juste pour une chanson, tu dirais un Ah, caméo maintenant. Mais, oui, mais là, vraiment, c'est la voix du peuple, hein, comme on la place, hein, ouais. Bah, avec cette chanson. Oui, il y avait toujours cette. On disait sa gouaille Ouais. Et là, femme le du Ah, peuple. ça ira, le chant révolutionnaire, sorti en 1790, et puis en 1793, qui prend quelques paroles, ça modifie, ça prend des paroles un peu violentes avec les Qui aristocrates à la modifie. lanterne, les révolutionnaires, en fait, petit à petit. 1790, c'est beaucoup plus apaisé, réjouissons-nous, le bon temps reviendra. D'accord. Et puis, par contre, en 1793, avec la terreur, au contraire, c'est les aristocrates à la lanterne. Ça a été repris d'ailleurs dans un des tableaux des JO. Oui, qui a un peu choqué tout le monde. C'était sur ce bâtiment là Alors, j'ai plus à le nom. Paris. Je vais pas La dire de bêtises. conciergerie, non, c'est pas ça? Si, je crois que c'est la Oui, c'est conciergerie. ça, c'est la conciergerie. Et, Oui. et du coup, oui, elle reprend. Et le texte, là aussi, encore modifié. C'est pas le texte original. Je pense que c'est Sacha Guitry qui a dû le recomposer. Et il a voulu mettre un texte très, justement, avec beaucoup de perspectives historiques. Tu vas avoir des paroles. V'là 300 ans qu'on nous écrase, ça ne pouvait pas durer toujours. Pour vraiment que ça ait une dimension un peu sociale, globale. Et donc Edith Piaf qui porte Ouais, ça, mais, ouais. il a réécrit les paroles alors que c'est sa version qui est restée dans les oreilles. Hein. Ben, je Parce que sais moi, pas, je connaissais mais cette version. enfin pareil, Mais Edith Piaf l'a sorti, la chanson de le la refrain, VO dans oui, dans mais son album. Hein. le refrain, ah oui, d'accord, Ouais. parce que le refrain, c'est le bon, mais c'est les couplets en fait qui ont été réécrits. Ah ok, Mais, d'accord. Oui, bon, j'avais peut-être pas la connaissance des couplets non plus à ce point-là. oui, mais c'est T'as d'autres chanteurs aussi dans le film, qui fait le gondolier, j'ai jamais son nom. ah, Tino Rossi. Oui, Petit Papa Noël. Oui, c'est ça. Oui, et t'as Annie Cordy, la bonne du curé. Oui, et elle est à la guinguette là, Je sais pas. je sais pas si c'est son style ou pas, mais en tout cas, bon, pourquoi pas. Mais non, après, t'as vraiment des acteurs qui vont incarner certains personnages. T'as toute une collection de personnages. Ça fait un peu penser, tu vois, je vois tes petits personnages là Oui, ça c'est. à cette époque où. C'est le café Mocarex qui était basé à Épinay-sur-Seine et il s'était lié avec un fabricant de petites figurines. Et alors c'est sorti cette série donc autour de Louis XIV et Intrigue à Versailles. C'est vraiment sorti en 1955, donc un an après la sortie de Et si Versailles m'était compté. Je sais pas s'il y a un lien, mais Je sais pas. c'est une époque où Mais on aimait on bien aimait bien oui. enseigner comme ça, Ouais. et découvrir comme ça. Ouais. Une galerie de caractères, une galerie de portraits avec des petits événements de la vie comme ça. Alors les événements, les grands événements, puis aussi les événements un peu sombres, un peu. Il y a deux grosses affaires dans tout le film qui vont sortir. J'en vois trois, moi, t'as l'affaire des poisons. L'affaire des poisons avec Louis XIV. L'affaire du collier. L'affaire du collier avec Louis XVI. Et la tentative d'assassinat sur Louis XV. Oui, ou pas mais c'est pas vraiment une affaire, mais oui, il y a oui, eu ça. Oui. Mais c'est marrant comme il l'aborde. Et je sais pas si ça a gêné ou pas les gens. Parce que du coup, comme s'il se veut pas être un historien, mais que finalement il réécrit presque les consciences, ou tout au moins il imagine en fait ce que potentiellement auraient pu penser ou dire les personnages, ça fait des scènes un peu surréalistes avec Louis XV par exemple qui envisage, ah oui c'est vrai, c'est pas une mauvaise idée, un Oui. attentat pour reprendre un peu de cote. Ou encore Louis XVI qui va discuter avec Robespierre, et Robespierre qui lui dit non mais la Bastille la détruisez pas. Ce qui serait pas mal, ça serait que ça soit le peuple qui la prenne comme ça. Puis vous essayez de pas trop le garder comme. Et du coup ça fait une sorte de point de vue un peu ironique et sur l'histoire qui est original. Alors, je sais pas si ça a plu ou pas ce système-là, mais À l'époque, de ce que j'ai pu lire et entendre des critiques d'époque, on n'a pas trop aimé le côté théâtral de la forme. Le côté vignette a plu et déplu. Hein. Je sais pas comment le ranger. Par contre, ce qu'on a reproché à Sacha Guitry, c'est un côté un peu trop, comment dire, pas patriotique, mais conservateur. Conservateur, ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai que de toute façon, dès que tu attaques à l'histoire malgré tout, et puis que tu t'attaques sans forcément la démolir non plus, parce qu'il arrive à garder ce juste milieu entre je respecte l'histoire, mais en même temps j'accepte le fait que il faut avancer et que tu transcendes un peu comme un héritage que tu reçois, puis finalement tu t'en fais quelque chose, tu le gardes pas juste précieusement fermé, il porte du fruit quoi. Et au contraire, il est pas non plus dans le côté je détruis tout ce qui a été fait avant, comme par exemple la scène avec la vente aux enchères.
T'as le Oui. commissaire-priseur à la fin, une fois que les meubles sont vendus, il va dire non, il faudrait peut-être pas qu'on fasse trop de bêtises quand même. Donc montrez bien cet écueil-là aussi, parce qu'il faut savoir que le château de Versailles, juste après, au début de la Révolution, quand le roi y est parti, très rapidement, il va être déroyalisé. Ils vont enlever tout ce qui rappelle la royauté. C'est quelque chose qui est très très bien expliqué dans ce petit livre-là, Versailles après les rois, de Franck Ferrand. Alors, ça se lit très facilement, et justement, c'est toute une approche sur Versailles. Une fois que les rois sont partis, comment on fait pour conserver le château, finalement le sauver. Enfin, D'accord. c'est très sympa pour cette thématique-là. Et après, ce qui a été aussi apprécié, hein, je finis sur les critiques, c'était la forme. Le côté petite histoire, là, c'était très avant-gardiste tout de même, hein. Et même maintenant, tu le vois, il y a pas, tu peux pas le comparer à beaucoup d'autres films, en fait. Le côté épisodique, avec ses petites pointes d'humour, Oui, il y a ce c'est côté un ovni, hein. décalage humour un peu. Là, il y a une scène au début, j'ai rigolé, quand on change d'acteur pour Pour Louis le XIV, c'est 14. ça? Oui. Oui. T'as Je crois relevé ou pas? T'as pas noté, je crois non? qu'il dit un truc Attends. du style Louis Voici XIV. le nouveau Ouais, roi. Enfin, là, oui, il rechange il de avait bien visage, changé, il avait oui. bien changé. Ce n'était plus le même homme. Oui, Et et là, puis ça change effectivement, d'acteur, oui. ça change d'acteur. Voilà. Oui, et Mais ça, d'ailleurs, c'était du coup Sacha Guitry qui a joué Louis Louis XIV XIV âgé. âgé. Et on voit pas mal ce personnage de Louis XIV âgé, parce que ça permettait en fait, le tournage donc a duré 2 mois, et c'est très compliqué d'avoir les stars, de faire venir, tu fais venir Piaf ou Jean Marais, c'est compliqué, donc tourner ces scènes-là, ça permettait de meubler entre deux, Ah oui, pour pouvoir gagner du temps finalement aussi. pour s'organiser, car lui était sur Oui, place tout le temps, donc il se oui. grimait, Mais, et il tournait ses scènes à ce mais moment-là. comme tu dis, en fait, comme il vient du monde du théâtre, Sacha Guitry, tu sens, il y a des fois des côtés très vaudeville. L'affaire des colliers avec le cardinal, où en gros il rentre dans une pièce, il sort par l'autre, c'est Oui. histoire de porte. Enfin, ouais, il y a un côté un peu loufoque avec la fausse reine. Enfin, c'est tourné vraiment comme une petite pièce de théâtre. Ok, t'avais repéré Brigitte Bardot? Parce que Il y a Brigitte Bardot? oui, bah elle est pas dans le casting principal, elle est dans la deuxième partie du casting au début dans le livre. Non. Elle joue une dame de cour, elle est brune à ce moment-là. Elle a Ok, commencé sa bon, je vois. carrière 2 ans auparavant, et 2 ans plus tard, elle jouera dans Et Dieu créa la femme. Et là, du coup, c'est le succès à ce moment-là. Mais je t'avoue que moi je l'ai reconnue parce que j'avais regardé des images avant. Ok, J'avais vu un ah oui, parce que reportage en fait, j'ai regardé un petit documentaire sur Brigitte Bardot quand elle est décédée. D'accord. Donc voilà, j'avais l'image, je savais Et tu savais à pas à quoi, quoi l'attendre, mais à quoi elle ouais, ressemblait à quoi elle dans le ressemblait, donc film. tu l'as reconnu. Et au casting, t'as aussi Orson Welles. Celui qui fait Benjamin Franklin? C'est ça. Mais pourquoi le nom me parle, par Parce contre? que Orson Welles, un homme de radio, C'est pas une histoire avec les extraterrestres, là, ouais, qui... il y a eu plein de variantes de films dessus. Le Le- titre, la, ça a la- vraiment la à guerre, base- la guerre des enfin, je mondes. sais pas oui, c'est un roman à Oui, la base. la guerre des mondes. Oui, Oui. il avait fait son. Que ça avait fait peur à tout le monde, là, C'est ou il avait ça. fait Bon, ça? ça, c'est du folklore. Personne n'avait vraiment eu peur. Ouais, bon, Des ben, petites annonces comme quoi c'était quelque chose de raconté. oui, oui, non, c'est pas... Peut-être eu 3-4 clampins qu'on eu peur, Et, ça s'arrête là. et pour l'anecdote, tu sais que en fait le Ah ça ira, là, la chanson dont on parlait tout à l'heure d'Edith Piaf, en fait à la base, eh ben le Ah ça ira, ça vient de ce personnage-là. Parce qu'en fait, quand on l'interrogeait sur la Révolution américaine, tout ça, comment ça se passait, eh ben il répondait avec son accent Ah ça ira, ça ira. Et du coup, en fait, c'est un truc que les Parisiens ont gardé, et c'est pour ça que c'est sur un air de l'époque, Ok. ils ont collé ce truc-là. Ah ça ira, voilà. Et Ça gosse. ça viendrait de lui. Ça Enfin me bref, met c'est. idée. Oui, c'est très drôle. Oui, mais c'est très drôle. bon, parenthèse. Au casting, encore pas mal de femmes au final, hein, pour un film d'époque. Oui, Beaucoup de noms féminins. Micheline Prel, qui joue Madame de Pompadour, l'une des favorites de Louis XV. Mais par contre, en favorite de Louis XV, nous n'avons pas de Jeanne du Barry. c'est vrai, c'est Non. vrai. Alors je sais pas pourquoi, faudrait Je chercher. sais pas, est-ce que dans les années 50, je sais pas Elle pourquoi. était dépréciée ou. Alors que, quand même, personnage important qui a Mais été là un paquet d'années. il y a pas un film avec. Si, on a vu Qui récemment parle d'elle. un film qui s'appelle Jeanne du Barry avec Mai Wen. Et c'est Le pas tourné film à Versailles, est fait par d'ailleurs Mai Wen avec Johnny Depp aussi. Et c'est tourné à Versailles. C'est tourné à Versailles. Ah oui, ok. Oui, de toute Dans façon, oui. certaines pièces de Versailles, c'est comme t'as Sofia Coppola. Sofia Coppola en 2006 qui a tourné Marie-Antoinette avec Kirsten Dunst. Tu as plus récemment Un peuple et son roi en 2018. Je ne l'ai pas encore vu avec pas vu Gaspard non plus, Ulliel, ouais. je serais vraiment curieux de le voir. Et un qu'on avait beaucoup aimé, c'était Les Adieux à la Reine avec Ah Diane oui. Kruger et Léa Seydoux. Ouais. C'était très feutré dans des petits espaces chauds et Mais beaucoup au des petit, trucs de colère et tout. beaucoup Et, au petit Trianon. Oui. oui, mais alors tout ça c'est filmé donc les extérieurs oui, la cour oui, la galerie des glaces oui. Par contre tout le reste c'est à Vaux-le-Vicomte.
D'accord. Oui, parce qu'ils peuvent pas. Oui, parce que comme tu disais, ça se visite, donc du coup, Ça pas se possible visite, de. Voilà. je pense que c'est niveau mobilier, c'est peut-être pas forcément ça. D'ailleurs, le château de Versailles s'est servi de Si Versailles m'était compté. En fait, ils ont financé une partie du mobilier. Donc, le film a pu se faire grâce à ce mobilier et les rénovations du château. Par contre, tous les bénéfices sont arrivés dans les comptes du château Du de château de Versailles. Versailles. Oui, ce qui est, Donc, tout ce le qui monde est était bien content au aussi. final, hein, ils avaient un Mais super lieu de tournage. finalement, c'est bien l'idée qu'il en a, en fait, Sacha Guitry, parce que il y a un côté très presque amoureux du lieu. Ah oui. Et je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, de la dernière scène, justement, De Bourvil. avec Bourvil? Ouais, on en reparlera après cette scène, je pense, parce qu'il y a pas mal à en dire. Mais Mais oui, parce que c'est là où, en justement, fait, ça le parle un peu de propos, ça. est-ce que tu t'intéresses, est-ce qu'on aime ce qu'il s'y est passé, enfin l'importance que le lieu a eu, ou est-ce qu'on aime le lieu parce qu'il y a un attachement en fait. On connaît un peu tous l'histoire Et de puis Versailles, les intrigues de c'est Versailles. un peu le symbole de l'histoire de notre pays. C'est peut-être ce que tu disais, justement, ce côté un peu conservateur et qui était un peu reproché. C'est parce que finalement, en fait, c'est très franco-français, hein. Là, on Après, est au cœur du. je sais pas parce que je ne peux pas m'imaginer dans le contexte. Tu sors de la Seconde Guerre mondiale, ça fait moins de 10 ans ont passé. Hmm. Ce film sort, je sais pas le rapport au patriotisme. À la fin de la scène finale, quand tu as la descente des marches, L'escalier, oui. tu en as parlé au tout début, Oui. qui d'ailleurs, donc c'est pas les acteurs du film, hein, t'as pas Jean Marais qui tourne avec Piaf et C'est compagnie, des. hein, Ah oui, Oui, alors ok. tu le voyais pas, je pense, à l'époque, mais maintenant avec la restauration Blu-ray, tu le vois très bien. Oui, qui est sorti fin de l'année dernière, là, Oui. oui. Ça s'arrête, donc tu as des poilus, tu as la garde Oui. républicaine, mais tu n'as pas le soldat de la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai, tu fais un saut. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que dans la musique qui est écrite par Jean Français, tu as une sorte de mélange en fait de musique et il arrive jusqu'à introduire la Marseillaise avec la garde républicaine. Et ça va culminer avec le drapeau. Oui. Mais c'est intéressant comme il mêle et il arrive à partir d'une musique très pompeuse, très avec des cuivres, où justement c'est là qu'on voit que c'est un peu tout mélangé dans l'imaginaire. Incapable en musique, en fait, je suis incapable, hormis l'ouverture, donc le livre, la fermeture du film avec la parade, on va dire. Il y a une scène où il y a du clavecin, Marie-Antoinette qui joue au clavecin. Par contre, je suis pas capable de dire si j'ai entendu de la musique de fond ou pas. Si, il y a de la musique. Après, c'est donc Jean Français, en fait. Je le connais pas celui-ci. Non, mais il est peu connu. En fait, il a fait très peu de musique de film. Ok. C'est un compositeur, on va dire classique ou néoclassique du XXe siècle. Mais il est un peu à contre-courant, en fait, des compositeurs de son temps. Il veut pas chercher de la dissonance pour la dissonance. Il va plutôt se rapprocher à un Francis Poulenc, par exemple, dans le style où il veut essayer d'avoir une approche très amusée de la musique, un peu d'humour, un peu. Et donc, ça fait des choses un peu rythmées, un peu décalées. Je connais pas Francis Poulenc. Et après, il va falloir que tu me parles de la notion d'humour dans la musique. Là, parce que... Mais en fait, il va prendre, par exemple, tiens, la scène de Louis XV avec ses filles qui tournent autour de lui, autour de la fontaine. Il n'y a aucun dialogue. T'as Marie-Lise Esca d'un côté, t'as une des favorites de l'autre. C'est pas c'est la scène de nuit où il y a, Non. où il y a des gens qui se... Non, c'est pas le bal. mélangent un peu. C'est pas le bal en noir et blanc. Mais là aussi, la musique est très intéressante d'ailleurs. Mais c'est en journée. En fait, t'as tous ces enfants de Louis XV qui lui tournent autour. Et là, si t'écoutes bien, en fait, il s'amuse avec un thème très connu en fait de comptines enfantines. Nous n'irons plus au bois. Nous n'irons plus au bois. Les lauriers sont coupés, etc. Et il s'amuse avec ce thème-là qui détricote, qui retourne dans tous les sens. Un coup en majeur, un coup en mineur. Et il s'amuse avec ce petit thème-là. Voilà, c'est de l'amusement. Il s'amuse avec des thèmes musicaux qui retournent dans tous les sens. Il y a des C'est fois. cohérent en termes de musique. Je te pose vraiment la question, je n'en ai pas la moindre idée. Les instruments qui sont joués dans la bande originale sont des instruments qui étaient joués à l'époque. Oui, après oui parce que c'est l'orchestral là pour le coup, donc c'est des instruments qui existaient à l'époque. Après c'est la manière de jouer qui a évolué et qui est différente. L'enregistrement là tel qu'on le voit, on est dans cette tradition un peu post-romantique allemand où c'est un peu lourd, c'est un peu un archétype de ce genre d'interprétation. C'est Karajan qui fait qui fait beaucoup de jouets de symphonie, tout ça. Et là aujourd'hui on a évolué au niveau de la musicologie et on joue un peu différemment la musique. On essaye vraiment de rechercher la sonorité de chaque ligne mélodique. Enfin c'est un peu compliqué, mais en fait tu le jouerais pas comme ça en fait aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand tu rentres dans le film, t'as des trompettes.
trompette égale le roi, enfin c'est vraiment Oui. ce cliché-là. Et puis tu vas avoir du clavecin. Le clavecin, c'est Versailles, c'est la cour. Donc en fait, il va reprendre des instruments ou des chaleurs, des tonalités qui te mettent dans l'ambiance. C'est royal. Ouais. Oui, oui. Et derrière, Je sais il pas a... si tu as un terme pour le chant lexical en ce qui concerne la musique, Ouais, non, je sais le pas, chant mais... musical, on va dire. Mais tu vois, par exemple, Oui, il y a un thème, il y a un typiquement, thème oui. qui reprend C'est dès du le clave, départ. oui. Il y a un thème qui reprend dès le départ, qui est vraiment à la trompette. Ça fait ta 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 ta. Voilà. Tu viens vraiment Tu d'écrire la musique? Oui, je l'ai écrit là parce que pour que je m'en souvienne. Mais et du coup, en fait, t'as ça au départ, et après, tu vas le retrouver plein pot ce thème quand t'as Louis XIV qui rentre avec l'infante dans la Galerie des Glaces. Oui. Après, t'as la même scène qui est reprise avec Louis XV. Pour vraiment faire le parallèle, qui rentre avec Marie-Laetitia Giscard, et pour le coup, tu as le même thème, mais il est un peu plus caché, un peu plus et joué aux cordes, si je ne dis pas de bêtises. La troisième fois, tu as Louis XVI qui rentre, même scène avec Marie-Antoinette. Là, le thème, il est à peine effleuré, tu l'entends, mais très discrètement. Et à la fin, tu as un soubresaut de ce thème, à peine perceptible, avec Napoléon qui va dans la chambre du roi. Sinon, en fait, et tu vois que là, en musique, il t'a fait un thème royal qui est vraiment l'incarnation de Louis XIV, du pouvoir royal. Et puis en fait, petit à petit, des choses qui se délitent. Et Sacha Guitry, il est un peu comme ça aussi. Il montre un côté un peu inexorable. Il y a des moments où il va dire oui, ça va faire chuter ça va finir de faire chuter la royauté. Il y a cette lecture-là en fait, parce que bah forcément, on connaît l'histoire. Donc, et il fait vraiment justement montrer que bah, en fait la révolution finalement c'était obligé. Enfin, il y a un côté un peu presque déterminisme à la fin. Enfin, Et tu parlais de Napoléon à la fin. Moi, ce que j'ai aimé aussi, enfin, ce qui m'a un peu surpris dans ce film, c'est la sorte de linéarité. Tu passes beaucoup de temps à parler de Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Il y a la Révolution, et après le temps passe. Et tu retrouves Napoléon, puis enfin des guides avec des touristes contemporains des années 50. Mais qu'est-ce que ça veut dire au final? Si tu le mets, je t'ai vu noter tout à l'heure le petit texte de Bourvil. Est-ce que tu veux donc la scène de fin, donc la visite quand Bourvil, qui est le dernier orateur du film, est un guide de musée. Et il nous dit à et la il dit fin deux choses. Alors déjà, il dit, tu rentres dans la salle, il dit même pas où on est, tout ça. Il dit c'est beau, hein, c'est beau, hein, c'est beau. Il le dit 4 fois. Puis après, dans ce très beau salon, voilà. Et la seule chose qu'il va dire, c'est que en gros, finalement, toute l'histoire de notre pays s'est déroulée pendant plus de 300 ans dans ce château. Et en fait, finalement, je pense que Bourvil, c'est les paroles de Sacha Guitry, vraiment, c'est le cœur de ce qu'il veut, du message. Et il dit, les omissions, les erreurs, les anachronismes, on s'en fiche bien quand c'est le cœur qui les commet. Et là, je me suis dit, le cœur, mais le cœur, ça veut dire qu'il faut aimer, en gros. C'est peut-être ça aussi, un peu, ce qu'il a voulu donner dans ce film et que certains ont peut-être pas aimé, justement. C'est le côté un peu, il faut être amoureux de cette histoire, amoureux de cet héritage qu'on a eu. Et même si, effectivement, il y a des grands moments, des petits moments, mais on peut pas tout renier. Au début du film, je sais pas si tu te souviens, t'as Louis XIV qui justement va dire, je crois qu'il discute avec Colbert et il dit justement, je suis convaincu que dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, celui qui régnera sur la France d'alors saura le préserver des injures du temps, tant il sera le témoignage de la grandeur de mon pays. C'est la même idée finalement. Du début à la fin, tu as cette idée-là. En fait, oui, il faut le conserver. C'est intéressant quand tu dis par exemple que les sous du film ont servi aussi à préserver et à entretenir le château. Moi, je voulais aussi te parler du casting parce qu'on l'a un peu oublié, notre pauvre Claudette Colbert. Pourtant, elle a joué dans Cléopâtre de Cécile B2000 en 1934. Mais attends, c'est pas Liz Taylor? Non, Liz Taylor, c'est pas ce Cléopâtre-là. Claudette Colbert en 1934. Donc, ah oui, 34, oui. Oui. C'était en noir et blanc. Cécile B2000, attends, c'est les 10 commandements. Ah oui, ok. Mais c'est pour ça que ça me parle. Ah oui, d'accord. Il faudrait vraiment que je m'intéresse à cette actrice parce qu'elle a vraiment marqué une époque, même à l'international. Elle a joué quand même Cléopâtre. Après, elle est revenue en France. Il faut se le dire quand même, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices. Aujourd'hui, le nom ne nous parle plus. Oui, Micheline Prel, par exemple. Je l'ai entendu, mais j'ai été incapable de te citer un ou deux films. C'est ça qui est fou. Est-ce qu'un Jean Marais, par exemple, dans le futur, on en parlera encore, ou est-ce qu'on parlera surtout de sa création artistique, en fait? Oui, je sais pas. C'est bizarre comme des fois le temps... C'est un peu autre chose, mais c'était une apparition... Et au final, regarde, t'as Galabru dedans, qui a un tout petit rôle. Ah oui, je crois que c'est 5 secondes. Je crois que c'est Bossuet qui l'incarne, si je dis pas de bêtises.
mais je crois que je l'entends prêcher. Mais oui, tu vois à peine son visage, tu entends sa voix qui est très caractéristique. Tu dirais que c'est Mais, un caméo maintenant. Oui, c'est ça. C'est Ouais. presque. Mais moi, j'ai pris super plaisir à regarder ce film. Alors déjà, je m'attendais à un film en noir et blanc quand j'ai vu la jaquette du DVD. Oui, et c'est vrai qu'au début, tu as dit que c'était un film couleur en plus. C'est un des premiers, c'est ça? Ouais. Un des premiers grands films français. Oui, en couleur, grand du film, coup, enfin, oui. d'ampleur avec un budget. Mais il fait presque 3 heures. Je les ai pas vus passer. À la fin, j'étais un peu frustré que ça se termine d'ailleurs. Ça me gênait pas, ça pouvait continuer un peu. Ben moi, je pense qu'à l'inverse, j'ai été un peu plus circonspect parce que je m'attendais, en fait, je pense à un truc un peu historique. Et du coup, j'ai été désarçonné par l'approche. Le titre, c'est Si Versailles m'était compté. Hein. Oui. C'est pas Si Versailles m'était trouvé un terme. Expliqué, oui. Mais oui. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai été un peu désarçonné par ça. Oui. Bah déjà, le format avec la voix narrative par-dessus, c'est un peu particulier. Et puis oui, c'est côté un peu... C'est réécrit, enfin, quand il imagine ce qui peut être dit ou ce qui peut être dans... Quand tu as, par exemple, les artistes autour de Louis XIV qui gravitent. Oui. Et puis finalement, tu as une sorte de scène qui s'installe avec Madame de Sévigné au centre. Ça fait presque, d'ailleurs, ils sont autour d'une table, ça fait presque penser à la scène de Léonard de Vinci ou un truc comme ça. Et tu as la Sévigné en plein milieu qui dit finalement, quand je nous vois tous ensemble, j'ai l'impression que c'est nous, Louis XIV. C'est des choses qu'ils auraient jamais dit. Mais du coup, en fait, leur prêter cette lecture-là, en fait, c'est assez original. Puis il y a des scènes un peu curieuses, le regard entre Louis XIV et un homme du peuple. Je sais pas si tu te souviens, il est dans le dîner, Non. et puis la voix off dit que justement, il voit toute la pesanteur je sais plus comment c'est dit, mais de ce regard, en fait. Et je crois que la date, c'est 1689. C'est-à-dire que 100 ans avant la Révolution. C'est là que tu retrouves le côté un peu inexorable, inéluctable de la marche de l'histoire qui avance et qui finalement mènera à la fin de la royauté, quoi. Bon, sauf si tu me coupes, je vais vous dire merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. À bientôt.